Bien, bonjour, on est ravi de vous accueillir pour ce 12e webinaire. Le mois dernier, nous vous parlions de l'hybridation du commerce et du loisir. Aujourd'hui, on va parler de créer, développer, transmettre un équipement culturel, récréatif, un équipement de loisir. Mais pour tout ça, dès la création, évidemment, on a besoin de financement. Les équipements récréatifs, les parcs de loisirs font partie de l'industrie lourde du tourisme. Les investissements sont considérables. Les activités sont des activités qui sont souvent saisonnières, ce qui peut parfois aussi compliquer le modèle économique. Au cours de leur vie, ces équipements ont besoin de réinvestir pour maintenir leur attractivité. Il nécessite donc souvent une masse critique initiale forte. Et pour ça, il y a un vrai besoin d'ingénierie financière pour s'assurer que dans la durée, le retour sur investissement sera possible. C'est pour ça qu'on a souhaité inviter un spécialiste du sujet, Benoît Perrin-Darlos, qui vraiment est quelque part un fin connaisseur du financement des équipements récréatifs. Il se présentera et vous parlera un peu de son expérience. Sans plus attendre, je propose que nous fassions notre rubrique habituelle, que nous présentions notre rubrique habituelle, qui est celle quelque part du point d'actualité sur les équipements récréatifs. Exactement, Donc, merci voilà. Thierry. Bonjour à tous, bienvenue à nos 30 participants pour ce matin. Effectivement, on va parler d'argent aujourd'hui, c'est intéressant, du coup, c'est pas un sujet qu'on a souvent abordé, mais effectivement, il est central et crucial. Et avant, on va démarrer avec la revue des loisirs que je vais présenter dans un instant. Le temps de partager mon visuel qui devrait se charger, voilà, qui est chargé. Voilà. L'actualité des loisirs ce mois-ci, on va parler de simulation de vol, on va parler en écho au sujet du mois dernier de Retailtainment, l'évolution loisir-commerce. On va présenter un projet intéressant de boîte immersive itinérante. On va aller regarder du côté de chez Fever, je ne sais pas si vous connaissez cet acteur de l'événementiel et des événements qu'il peut proposer, donc on fera un petit zoom là-dessus. On ira à Londres où se tenait le dernier salon du IAPA, le salon référence des loisirs, pour regarder un petit peu un nouveau lieu assez original qui s'est créé du côté d'un de leurs quartiers d'affaires. Et puis on ira à Nantes où malheureusement une mauvaise nouvelle a été annoncée sur l'arbre au héron de la compagnie des machines. Sans plus attendre, à la une du coup, ce sujet intéressant sur une attraction autour de la simulation de vol. Pardon. Je voulais vous parler un petit peu du Flying Theater. Le Flying Theater est une attraction vraiment orienté parc d'attractions. Ça a été développé par l'Imagineering de Disney dans les années 2000, avec une première ouverture en 2001 au parc Disney California Adventure, à côté du site originel et historique de Anaheim. Et depuis, ça s'est beaucoup développé. Il y en a une cinquantaine aujourd'hui, un petit peu à travers le monde. Et si cette attraction est intéressante et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que, outre son développement dans les sites de loisirs, on en trouve au Futuroscope, on en trouve à Europa Park, par exemple, à côté de chez nous, on en trouve également dans des villes, en tant qu'attraction isolée, on appelle ça du standalone attraction, et une attraction en soi qui permet d'animer un quartier et puis de découvrir des paysages. C'est le cas notamment avec l'attraction This is Holland, qui est à Amsterdam, dans un quartier nouveau, qui est très intéressante, qui propose pour entre 20 et 30 euros une expérience d'une heure intégrant une expérience de vol sur Flying Theater. Et on en trouve également à Seattle, à Reykjavik également, capitale islandaise, New York également, et bientôt à Berlin, où l'attraction vient d'être annoncée sur un modèle comparable à ce qui va se trouver à Amsterdam, dans un complexe immobilier assez important, en renouvellement, dans le quartier de Kurfürstendamm, excusez ma prononciation. Mais voilà, on est sur un élément attractif qui peut accueillir 500 000 personnes par an, donc une vraie attraction majeure qui va proposer une expérience de vol assez intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, à Paris, on a également une attraction intéressante qui est
qui propose une expérience de vol également, c'est Flyview Paris, mais pas avec la technologie du Flying Theater, parce que c'est quand même quelque chose d'assez ambitieux. On le voit sur la gauche, hein, l'image de gauche, on est sur des rangées suspendues, 3 niveaux, un écran incurvé, très immersif, des effets spéciaux avec des vibrations, du mouvement dynamique, de l'air, de l'eau, donc c'est quelque chose, une véritable attraction. Ça prend de la place, c'est assez coûteux à installer, et c'est un peu complexe. Sur le sujet de Flyview Paris, on est sur une attraction en jetpack, donc un principe de simulateur de vol debout et en réalité virtuelle. Et vous avez du coup, ça existe depuis maintenant quelques années à Paris, et l'intérêt par contre dans cette simulation-là, c'est qu'on peut renouveler régulièrement le film et avec un même média, proposer différentes expériences de vol. Et la dernière qui vient d'être créée est intéressante puisqu'elle associe Atout France, l'agence de développement touristique de la France, et la Réunion des musées nationaux, puisqu'elle va mettre en valeur, depuis Paris, depuis un site unique de vol, différents monuments, une vingtaine de monuments à travers la France, qu'on soit des monuments, enfin, des grands sites naturels ou des sites patrimoniaux et historiques, comme le Mont-Saint-Michel par exemple, le village de Corte-sur-Ciel ou également le massif du Mont-Blanc. Donc c'est une nouvelle expérience de vol, un peu plus interactive, puisque par moment le public pourra décider de là où il va, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec cette attraction-là. Mais en tout cas, voilà, une autre manière de présenter par le haut, vu d'en haut, le patrimoine et le paysage d'un pays. Donc voilà, un nouveau Flying Theater à Berlin et une attraction réalité virtuelle, Flyview à Paris. Le sujet suivant, donc c'est un écho au sujet que Thierry rappelait en introduction, le sujet du retailtainment, cette association, cette hybridation des commerces et des loisirs qui est là pour redynamiser des espaces commerciaux. Et il en était un espace commercial qui avait essayé de faire une avancée majeure sur l'univers du loisir, c'était Villup. Enfin, c'est toujours Villup, bien sûr. Donc le grand centre commercial, le grand centre d'activité de la Villette qui occupe depuis 2016 la dernière travée de la Cité des Sciences, qui n'avait pas été occupée dans le cadre du projet initial. Le projet était très ambitieux pour l'époque, un grand cinéma, on en voit un exemple sur l'image de droite, un cinéma qui va assez loin dans le renouvellement de l'offre des salles, avec cette salle pour enfants par exemple, un tunnel vertical de chute libre, donc une soufflerie assez spectaculaire, on en voit l'image au milieu, qui a rapidement été un grand succès, et puis d'autres attractions qui ont été un peu plus expérimentales au moment du lancement. Et ça fait longtemps que le sujet est étudié, que la partie commerce n'a pas forcément pris aussi bien que dans les attentes. Et voilà, l'annonce a été faite le mois dernier, c'est officiel. Villup change de nom, va devenir Boom Boom Villette dès l'été prochain et va adopter, excusez-moi, une identité 100% expérientielle, donc loisirs, restauration, événements. On n'aura plus du tout de commerce à l'intérieur, donc c'est conséquent, puisqu'on parle quand même d'une surface de 25 000 m². Donc sur ces 25 000 m², une offre de restauration type food market, food court, et 21 000 m² de divertissement. On retrouvera encore le cinéma pâté actuel et le tunnel de chute libre e-fly, mais on rajoutera à ça des bowling, expériences immersives, mini-golf, voilà, beaucoup de types d'expériences de loisirs urbains. La programmation n'a pas été encore confirmée, on en connaît un petit peu, mais on n'a pas la possibilité de le dire, donc on va garder ça, on va laisser à l'opérateur la primeur de le dévoiler. C'est Apsis, l'opérateur qui exploite Villette depuis 2016 et qui s'est occupé de la nouvelle identité de Boom Boom Villette. Je reviens du coup sur le sujet immersion artistique avec ce projet de boîte immersive itinérante, qui est un projet intéressant puisque aujourd'hui on constate les expériences immersives de bon niveau sont surtout dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Paris, et se pose forcément la question de lieux adaptés pour aller porter ces nouvelles formes d'expériences culturelles dans d'autres territoires, dans d'autres villes plus petites qui n'ont pas forcément les lieux adéquats. Et il y a cette initiative qui a été proposée par l'ancien directeur de l'Atelier des Lumières à Paris et d'une société d'audiovisuel, GBO Média, de proposer une boîte itinérante qui puisse proposer les mêmes conditions de qualité et de présentation d'expositions immersives numériques que celles qu'on peut trouver dans les grandes villes, mais avec une boîte itinérante qui peut se développer, qui peut se déployer et se transférer d'une ville à l'autre. Voilà. Donc c'est une expérience intéressante qui permet vraiment d'aller rapprocher la culture de la population et qui permet d'aborder de très nombreux thèmes. On le voit aujourd'hui avec la grande variété des expériences immersives, patrimoine, art, littérature, cinéma, sciences, nature, on peut aborder beaucoup de sujets par le biais de ce nouveau média. Voilà, donc il n'y a pas encore de déploiement et pour le coup c'est un projet qu'on souhaitait signaler.
J'avais parlé un petit peu donc de Fiverr. Fiverr, c'est un acteur intéressant de l'univers de l'événementiel urbain. Ils font à la fois de la promotion, de la production, du service de billetterie. Donc c'est à la fois un opérateur qui va proposer ses propres spectacles et puis qui va accompagner des créateurs d'expérience pour leur permettre d'accéder à une offre, à un public, à un outil marketing qui est quand même assez puissant. Donc c'est tous les sites et les newsletters Secret Paris, Secret London sont associés à ça et renvoient sur la billetterie de Fiverr. Donc aujourd'hui, beaucoup d'expériences qu'on va pouvoir trouver dans les grandes villes, temporaires, on est vraiment sur l'événementiel, vont se dérouler avec ce système-là qui est devenu un petit peu le Netflix de l'expérience, avec un grand catalogue d'offres extrêmement diversifié, des suggestions en fonction de ce qu'on a aimé, une capacité de réserver et de payer en ligne. Et donc ça peut se mêler à des sujets extrêmement variés, sur du concert, sur une expérience immersive, de la visite, du parc d'attraction, de la gastronomie, du spectacle. Enfin, c'est ouvert à tout et c'est notamment sur cette plateforme qu'on trouve les expériences les plus originales du moment. À titre d'exemple, vous aurez bientôt, à la fin novembre, The Friends Experience. Donc ça, c'est au niveau de la porte de Versailles, en temporaire. L'idée, c'est de recréer les décors de la célèbre série, de proposer des accessoires. Donc c'est un petit peu un site de passionnés, de fans, de curieux, de nostalgiques de la série qui vont pouvoir retrouver les décors, forcément pouvoir faire des photos dedans. Ça sert aussi à ça. Et de découvrir toute une série, un petit peu l'envers du décor de cette série mythique. L'autre expérience Fiverr, c'est la nuit au musée qui va se passer à Grévin, Paris, le célèbre musée de cire des grands boulevards, qui va, le temps d'une soirée tous les mois, je crois, s'animer d'acteurs pour proposer aux visiteurs qui se sont inscrits pour la soirée de vivre une expérience inspirée du film La nuit au musée, de jouer le rôle d'un gardien sur ce musée qui va se réveiller la nuit. Voilà, donc prochaine expérience bientôt à tester. Mais attendez, c'est Halloween. Alors forcément, en bonus, on va évoquer cette autre expérience Netflix particulière, lapsus révélateur, de Fiverr sur la thématique à la fois d'Halloween et puis de Cluedo qui lance un nouveau jeu, Cluedo Escape. Et ça va se passer, donc ça se passe ce week-end sur 3 jours, une sorte de murder party un petit peu améliorée sur le thème du jeu Cluedo qui lance une nouvelle édition. Donc on est à la fois sur l'événementiel, le promotionnel et l'expérientiel spécifique sur la saison d'Halloween. Donc voilà, là encore une autre expérience originale à réserver avec Fiverr. Londres, pour la prochaine étape de cette veille, de cette actu, c'était le salon du IAPA, il n'y a pas très longtemps à Londres, donc le salon majeur de l'industrie des loisirs. C'est l'occasion de regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la capitale anglaise, puisqu'il y a une très grande créativité des nouveaux lieux, notamment sur la discipline qu'on appelle le competitive socializing. Il n'y a pas vraiment de paramètres, enfin de termes français pour identifier cette tendance-là. Il s'agit vraiment de renouveler, de réinventer le lieu de sortie. On ne va pas être sur juste de boire un coup ou de manger quelque chose, on va vraiment faire quelque chose. Là, je vous parle ici de We Are Fair Games, qui est une sorte de fête foraine, de foire, de jeu de foire réinventé par le biais de la technologie, puisque l'idée, c'est pas juste de faire des jeux, c'est de mesurer, avoir son score, de pouvoir badger avec une puce RFID à chaque fois qu'on fait un jeu et de pouvoir compter les points au fur et à mesure, un petit peu comme le mini-golf a été réinventé par le numérique. C'est une autre déclinaison de ce que la technologie, le numérique et une recherche d'ambiance, d'atmosphère et de convivialité peut donner comme lieu. Donc c'est assez visuel, c'est assez coloré. Et donc, c'est implanté dans le quartier d'affaires de Canary Wharf, un petit peu l'équivalent de la Défense pour Paris, un très grand site avec forcément une offre importante de bars, de restauration de qualité et d'événements également. Halloween aussi, forcément, en cette période. Donc, un autre exemple inspirant de ce que les Anglais savent faire en termes de lieux de loisirs. Et le sujet final, du coup, qui est peut-être un peu une transition avec le sujet financement du jour, puisque on a appris du coup le mois dernier que la collectivité nantaise, ville et métropole retirait son soutien financier au projet de l'Arbre au Héron, donc un grand projet qui a été porté par la machine, hein, qui a déjà l'éléphant, qui a déjà toute la grande halle galerie des machines, et puis qui a d'autres expériences à Toulouse et à Dunkerque, hein, pour citer les expériences en France. C'était un projet assez considérable, un grand arbre artificiel métallique de 35 mètres de haut, un oiseau, un grand héron mécanique au sommet capable d'emmener des passagers. Voilà, beaucoup de raisons ont été annoncées par la collectivité pour retirer sa participation, une envolée des coûts, notamment avec les matières premières. Tout le monde a un petit peu senti ces effets-là. Un montage juridique qui s'était avéré complexe, et puis un aspect environnemental où les élus n'ont pas souhaité s'associer à ça. Voilà.
Donc c'est, à titre personnel, je trouve ça extrêmement dommage. C'est un projet qui est porteur d'énormément de rêves. Il devait s'installer dans cette grande carrière, la carrière Misery, qui a été transformée en un beau jardin, le jardin de l'imaginaire qu'on voit sur l'image de droite et qu'on connaît sur le visuel de gauche, donc un très très beau jardin. Et la ville de Nantes a un autre projet en parallèle qui est la Cité des Imaginaires. Dans le bâtiment qu'on voit sur l'image, le grand bâtiment assez rectangulaire qu'on voit sur les quais, c'est une cité qui va réintégrer les espaces du musée Jules Verne, qui se situe en haut de la colline, juste en face, et puis d'autres espaces un petit peu sous la forme d'un tiers-lieu un peu créatif. Donc voilà, est-ce qu'un projet a été proposé un peu pour remplacer l'autre? Bon, beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et donc, je vous propose sans plus attendre d'aller un peu plus loin avec les liens qu'on mettra dans le chat dans un instant, hein, sur les lieux et idées qu'on a pu présenter, sur les réseaux de Voltaire et de Funfair City pour nous suivre au quotidien. Mais voilà, sans plus attendre, du coup, je laisse la place à l'invité du jour et je souhaite la bienvenue à Benoît Perrin-Darlos qui nous parlera des sujets de financement et de transmission des espaces de loisirs. Il va merci beaucoup, Vincent. à l'écran dans un instant. On voit à quel point l'imagination est toujours au pouvoir. On voit aussi que nombre de ces projets relèvent un peu d'un mouton à 5 pattes et on se dit que nombre de financeurs sont un peu comme une poule devant un couteau ou en tout cas se grattent la tête pour savoir quelle est la pertinence du financement de leur équipement. Alors c'est vrai que pour ce faire, il y a besoin de spécialistes et donc Benoît Perrin-Darlos fait partie de cela. Et on est ravis de t'accueillir, Benoît, si tu veux bien te présenter et présenter ton sujet. Merci Thierry, merci Vincent, et bonjour à tous. Ravi également de participer à ce webinaire. Donc, merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler, donc, comme évoqué Thierry et Vincent, du financement d'un site groupe de loisirs. Et deuxième chose, de la transmission. Alors, ce sont deux sujets assez vastes. Hein. Évidemment, on ne pourra pas tout couvrir aujourd'hui, mais le but est au moins de vous donner les clés pour démarrer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Tout à fait. Ici. Et on tâchera de les traiter pendant ou à la fin, ou si on n'a pas le temps, après, parce qu'on peut aussi se parler, bien sûr, après. Alors, c'est un sujet que je connais bien, financement à transmission, parce qu'en fait, c'est mon métier depuis 20 ans maintenant. En fait, je suis ce qu'on appelle un banquier d'affaires. Mon métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs et des groupes dans leurs opérations financières, et notamment dans deux cas particuliers. Le plus souvent, c'est lorsqu'ils cherchent de l'argent, donc à lever des fonds, par exemple, en capital ou en dette, ou lorsqu'ils veulent transmettre leur société ou leur projet, en tout cas par la suite. Donc, depuis 20 ans, j'ai travaillé sur des sujets variés. J'ai fait une dizaine d'opérations, dont pas mal dans le secteur des sites de loisirs. J'ai eu l'occasion de travailler sur des parcs animaliers, par exemple, sur des multiplex de cinéma, sur des parcs d'attractions, des parcs indoor, des groupes multi-formats, multimétiers qui opèrent des sites. Et ça m'a donné une bonne visibilité vision sur la façon de comment un investisseur ou groupe regarde ce type d'actifs. Donc voilà en quelques mots donc, ce que je fais. Alors peut-être en termes de mots d'introduction, peut-être un mot d'optimisme déjà pour commencer. Vous avez la chance d'opérer dans un secteur qui est en croissance. C'est évidemment une bonne nouvelle. J'ai mis quelques chiffres ici pour l'illustrer. À gauche, vous avez le chiffre d'affaires des sites et parcs de loisirs en France. On était sur une base 100 en 2006. En 2019, donc avant le Covid, on est à 185, donc on fait 85% de croissance sur 13 ans, donc en gros à peu près 5% par an. À droite, vous avez le chiffre d'affaires des parcs de loisirs de la Compagnie des Alpes, qui, comme vous savez, a deux métiers, le ski et les parcs de loisirs, qui, pareil, est passé d'un peu moins de 300 millions il y a 10 ans à aujourd'hui 468 millions d'euros là, pour l'exercice qui s'est fini il y a quelques semaines. Donc, pareil, 5% de croissance par an, ce qui est bien, et ce qui est bien mieux en tout cas que la croissance économique en France, qui est plutôt 2 à 3 fois inférieure à ce montant-là. Donc, secteur déjà de croissance, ce qui est une bonne nouvelle pour l'investisseur. Ensuite, deuxième chose, en introduction, c'est que j'ai pu observer ça, le regard des investisseurs a beaucoup changé sur le secteur. Il y a 10-15 ans, quand vous parliez d'un sujet de parc de loisirs ou de site de loisirs d'investisseurs, la réponse était souvent assez timorée.
sur le sujet. Il vous disait généralement, c'est un secteur compliqué, les revenus sont très volatiles, selon la météo, la saison, le jour de la semaine. Il y a beaucoup de personnel à gérer, il y a pas mal de paiements liquides, la gestion est souvent artisanale, donc voilà, souvent c'est assez compliqué en tout cas à gérer. Mais ça a beaucoup changé depuis 10-15 ans, pour plusieurs raisons. La première, effectivement, ce qu'on évoquait à l'instant, c'est que le secteur est en croissance, donc la croissance génère des opportunités de fonds. Et cette croissance, je dirais, elle est portée par les tendances de fond, c'est-à-dire les tendances démographiques, sociologiques. Les gens consacrent de plus en plus de temps au loisir et aussi de plus en plus d'argent, ça va aussi bien sûr ensemble. Deuxièmement, il y a eu de belles histoires de croissance dans le secteur, il y a eu notamment des réussites effectivement, qui inspirent les investisseurs. Par exemple, dans le sport loisir, il y en a eu beaucoup. Également aussi dans des parcs outdoor. Je pense tout le monde en tête les succès de parcs comme le Puy du Fou, comme le Zoo de Beauval aussi évidemment par exemple, comme le PAL, comme le Zoo de la Flèche par exemple. Donc il y a beaucoup de beaux exemples. Troisième chose, il y a aussi beaucoup d'innovations dans le secteur, à la fois des nouveaux concepts qui vont générer une demande additionnelle. Par exemple, depuis, alors c'est plutôt récent, mais tout ce qui est escape game, réalité virtuelle, n'existait pas il y a 15 ans de cela. Et il y a aussi la revisite de concepts existants. C'est-à-dire que, par exemple, des parcs multi-activités ou les salles escalade qui ont rénové un concept qui existait auparavant, mais qui était mis au goût du jour. Quatrième chose, il y a aussi une professionnalisation croissante des opérateurs, notamment avec les outils de gestion, avec l'emploi du digital, qui ont permis, je dirais, d'avoir des groupes, je dirais, plus solides et souvent mieux gérés, enfin, du moins du point de vue de l'investisseur. Autre point, il y a de très bons entrepreneurs qui sont arrivés sur le métier, qui n'étaient pas forcément du métier auparavant, mais qui sont venus créer des sociétés dans le métier, qui ont fait prospérer par la suite. Et enfin, dernière chose, et c'est important quand on parle de la transmission, c'est qu'il y a aussi plusieurs groupes qui se sont créés dans ces métiers, qui ont fleuri et qui fait que le marché s'est structuré. Par exemple, dans les parcs outdoor d'extérieur, il y a beaucoup de groupes d'envergure, des groupes comme Looping, la compagnie Zap qu'on évoquait, comme Aspro, comme Parquet Sonidos, qui du coup sont gros et donc peuvent aussi devenir des acheteurs pour des parcs. Alors, pour commencer par le premier sujet, donc le financement et la création et du développement d'un site de loisirs. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont d'opérations qui ont eu lieu ces dernières années. J'en ai mis quelques-uns ici. Alors, évidemment, il en manque beaucoup, peut-être même de personnes qui sont autour de cette table aujourd'hui, qui sont ici. Donc déjà, il y a beaucoup d'opérations sur des segments, je dirais, assez variés, global. Et avec des logiques variées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des opérations de financement qui ont servi à ouvrir des nouveaux sites, pour en rénover certains, pour faire aussi ce qu'on appelle de l'acquisition du build-up d'autres sociétés, par exemple des acteurs comme ici cités comme Looping ou comme Gulli Park, qui ont levé de l'argent dans le but de racheter d'autres opérateurs plus petits. Donc voilà, c'est logique qui prévalent. La bonne nouvelle étant effectivement qu'il y a pas mal d'opérations, ce qui conforte un peu le point qu'on a vu auparavant. Alors, pourquoi faire appel à un financement? Alors, comme l'évoquait tout à l'heure Thierry, une raison principale, c'est qu'on est dans un secteur qui est très capitalistique. Donc, ouvrir un parc ou développer coûte très cher. On parle à minima de quelques centaines de milliers d'euros, parfois de quelques millions d'euros. Et ça arrive aussi de quelques dizaines de millions d'euros sur des gros sujets, des grosses opérations. Donc, un secteur qui est très capitalistique. Donc, par nature, sauf à avoir les poches très profondes, vous allez avoir besoin d'un financement externe qui soit capital ou dette. Et ces besoins couvrent plusieurs objets. On évoquait à l'instant, à la fois d'ouvrir des nouveaux sites, de les créer, de les financer, d'agrandir des sites existants ou de les rénover. Parce que, comme il rappelait également Thierry tout à l'heure, il ne suffit pas de créer, ensuite il faut faire vivre le produit pour qu'il reste séduisant pour des acteurs. Ça peut servir à acquérir un concurrent ou plusieurs concurrents, on évoquait également à l'instant. Financer une diversification. Par exemple, sur la page d'avant, il y avait également le logo de la Belle Montagne, qui était à l'origine un groupe basé sur le ski, qui se diversifie dans d'autres segments des loisirs hors ski.
voilà, ou refinancer également la dette actuelle ou le capital. Alors, de manière assez schématique, il y a plusieurs sources de financement, alors qui sont généralement qui se complètent. Hein, chaque projet, il y a un peu de tout. Elles sont classées ici de la gauche à la droite, du moins cher, entre guillemets, au plus cher. Donc, les principaux étant le capital, les fonds propres. Ensuite, diverses formes de dettes, plus ou moins risquées, selon, je dirais, les formats. Et puis ensuite, tout ce qui est financement public sous la forme de subventions, d'avances notamment, qui vont de pair. C'est vrai que sur tout projet, ce qu'on me pose souvent la question, justement, quelle est la part de capital, de dette qui vous met sur un projet? Il faut un peu de tout. Vous n'aurez pas de dette sans avoir des fonds propres. Toute banque vous dira ça. De même, financer un projet uniquement en fonds propres, c'est généralement un peu pertinent d'un point de vue économique, parce que les fonds propres coûtent très cher, simplement. Donc, c'est une chose. Donc, souvent, on va saupoudrer plusieurs tranches, et ça dépend beaucoup, je dirais, du projet en question, de la capacité de remboursement, pour la partie dette, et l'horizon aussi du projet, donc qui va de pair. Alors ensuite, les attentes entre ces différentes sources de financement sont très différentes. J'ai illustré ici en page suivante, pour illustrer notamment la différence entre un prêteur, un financement en dette versus un financement en fonds propres. Alors, si on commence par le financement en dette, le financement en dette, le rendement est généralement capé, parce que en fait, ça correspond au taux d'intérêt. C'est-à-dire que si un banquier vous prête à 5% de taux d'intérêt, il sait qu'il ne pourra jamais gagner plus que 5% par an, in fine. En échange, je dirais que de même, si on prend un temps de rendement, elle est généralement faible à moyenne en fonction des risques. Et donc, c'est vrai que pour un banquier, la clé du succès, c'est de limiter les cas de défaut. Je prends un exemple. Si un banquier finance 20 projets à chaque fois avec un intérêt à 5% par an, il suffit qu'il y ait un seul projet qui fasse défaut sur les 20, pour qu'in fine, son rendement soit plus de 5%, mais 0%. Donc, je dirais ça, c'est très sensible. Donc, je dirais sa priorité pour lui, c'est d'éviter de perdre d'argent sur un projet. C'est pour ça qu'ils sont souvent très à regarder le risque et les scénarios dégradés. Et sa priorité, donc, c'est de protéger ce qu'on appelle le downside, autrement dit, de s'assurer que les choses vont bien se passer. Si elles se passent mal, qu'ils aient des protections. Donc, ils vont analyser les risques du projet. Autrement dit, est-ce qu'il y a des risques que votre projet se passe mal, soit mal exécuté, qu'il y ait des problèmes particuliers? Deuxième chose, le risque de crédit, c'est-à-dire quelle est la probabilité que vous ayez du mal à rembourser vos échéances à un moment donné, et quels sont les scénarios, la marge de manœuvre que vous avez dans des scénarios un peu dégradés. Et troisième chose, si les choses se passent mal, c'est-à-dire que vous avez du mal à rembourser, quelles sont les garanties et sûretés qu'ils peuvent prendre? Est-ce que vous avez des actionnaires qui ont des poches profondes derrière? Est-ce qu'il y a des actifs qui peuvent être mis en garantie, qui valent de l'argent, par exemple l'immobilier, voilà, qui peuvent aider à protéger? L'investisseur en fonds propres, en capital, c'est très différent. Parce que pour lui, à l'inverse, son gain est potentiellement illimité. C'est-à-dire qu'il peut multiplier sa mise par 2, par 3, par 10, par 20 sur des projets qui marchent très bien. Donc, l'attente de rendement aussi est élevée parce qu'il est aussi très exposé en cas de difficulté à la société. C'est-à-dire que si jamais vous avez des difficultés, il passe, lui, après les salariés, après l'État, après la dette. Donc, généralement, il ne reste plus grand-chose pour lui. Donc, il paye en dernier recours. Donc, pour lui, la clé du succès, c'est d'avoir des projets qui vont avoir une forte rentabilité. On va avoir au moins un ou deux sur la liste. Un fonds moyen, un fonds de ce qu'on appelle de venture capital, donc qui investit sur des sujets plutôt jeunes, il va investir dans 20 projets, par exemple. Sur ces 20 projets, il y a peut-être un ou deux qui vont avoir un succet phénoménal, s'il a de la chance, c'est-à-dire sur lesquels il va multiplier sa mise par 3, par 5, par 10, par 20. Il va en avoir 5 ou 6 qui vont avoir une performance correcte, c'est-à-dire qu'il va faire les rendements attendus. Il va y avoir 5 ou 6 encore sur les 20 où il va en gros récupérer son argent initial, mais sans plus, alors, plus ou moins retour. Et le reste, c'est-à-dire 7 ou 8 sur les 20, en fait, il va tout perdre. Il va avoir une faillite ou il va être lessivé par personne. Donc, la clé et tout le rendement, je dirais, se fait sur les une ou deux opérations avec forte rentabilité. Donc, c'est ça qu'il cherche avant tout. Donc, lui, sa priorité, c'est d'investir dans des projets
à très fort potentiel de croissance, où il y a beaucoup d'ambition. 2, s'assurer liquidité à terme, parce qu'évidemment, l'investisseur, il rentre aujourd'hui, mais à terme, il va vouloir sortir. Et c'est l'angoisse pour lui, c'est de dire, j'investis, mais dans quelques années, je ne peux pas gérer sortir du capital. Donc, il va s'assurer, je dirais, d'avoir en tout cas des mécanismes en place pour pouvoir sortir à terme du capital. Et dernière chose, il va s'assurer également qu'il y ait un alliement d'intérêt avec l'équipe. Autrement dit, que vous soyez pleinement engagé en tant que porteur de projet dans le projet et pleinement investi sur les signaux qu'il peut y avoir. Donc voilà un petit peu en schématisé donc, les attentes qui sont souvent très différentes entre un prêteur en dette et fonds propres. Ce qui fait que des fois, vous pouvez avoir du mal sur un projet, vous pouvez avoir du mal à séduire un prêteur en dette. Inversement, un investisseur en capital peut être séduit. Et la clé, c'est d'avoir les deux, parce qu'évidemment, je connais quasiment aucun projet qui se finance sans l'un ou sans l'autre. Alors, partons de ça. Donc ça, c'est des concepts un petit peu généraux, un peu théoriques. Dans le concret, alors, quelles sont les caractéristiques des projets dans le site de loisirs qui se financent plus aisément? Alors, j'ai mis ici quelques mots-clés, voilà, des mots qui plaisent, je dirais, aux investisseurs. Alors, le premier, c'est ambition. Évidemment, un projet ambitieux a plus de chances de trouver preneur qu'un projet qui l'est peu. Si vous expliquez à un fonds d'investissement que vous faites aujourd'hui 5 millions de chiffre d'affaires et que vous en ferez 6,5 dans 10 ans, il va trouver une ambition un peu timorée et donc il ne sera pas intéressé. Deuxième chose, les investisseurs préfèrent bien sûr des concepts éprouvés plutôt que des parcs qui n'existent pas aujourd'hui ou qui existent dans d'autres pays du monde. Évidemment, pour eux, le risque est moindre en termes de développement de produits. Ils cherchent aussi souvent des chaînes de concepts réplicables, c'est-à-dire que vous ouvrez un site ou plusieurs et que vous allez aussi pouvoir répliquer, ce qui rend le développement beaucoup plus mécanique et beaucoup plus certain dessus. Ils préfèrent des sites petits, moyens, en termes d'investissement unitaire, plutôt que des gros sites, simplement parce que c'est moins risqué. Vous aurez plus de facilité, je dirais, à financer 10 sites qui nécessitent chacun 1 million d'euros que de financer un site qui nécessite 10 millions d'euros. Ça, c'est une constante là-dessus. Ils cherchent également d'avoir une part idéalement, parce que aucun projet n'a tous ces critères, bien sûr, une part de revenus qui sont en partie récurrents. La difficulté dans les loisirs, souvent, c'est que les revenus sont très volatiles, c'est-à-dire que selon le jour de la semaine, selon la météo, selon la saison, selon si c'est les vacances scolaires ou pas, vos revenus sont plus hauts, plus bas et varient fortement. Donc, tout modèle de revenu, en fait, où une partie est visible, par exemple, je pense tout ce qui est sport loisirs, les abonnements, dans les chaînes escalade, par exemple, qui permettent d'avoir un volant de revenus, quel que soit, je dirais, d'autres paramètres qu'il peut y avoir, ou les passes annuelles, par exemple, sur les parcs outdoor. Voilà, tout ça, je dirais, permet de réduire l'aléa sur les revenus. Autre chose, tout ce qui est indoor ou hébergement immersif sont des mots qui, en ce moment, ça change, il y a des modes, résonnent bien aux oreilles des investisseurs. L'indoor, généralement, se finance mieux que l'outdoor parce que ce sont des projets qui sont généralement mieux situés, plus proches des agglomérations, donc qui ont une zone de chalandise plus importante qu'un projet outdoor, en général. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, bien sûr, sur tous les sujets. Ces projets qui sont généralement plus petits en taille et donc en investissement aussi qui est corrélé. Et parallèlement, il y a aussi souvent beaucoup moins d'investissement de maintenance, c'est-à-dire que quand vous avez un parc qui est à l'extérieur, vous avez le vent, la pluie, le soleil qui abîme les installations et qui fait que vous avez plus souvent besoin, je dirais, de mettre à jour tout ça. Les investisseurs préfèrent également des modèles moins capitalistiques et héroïques rapides. L'hébergement immersif en est un. Il y a un gros succès là-dessus, sur notamment tout ce qui est tous les parcs animaliers qui ont développé. Une des raisons, c'est que déjà, ça amène du trafic en plus dans le site. Une deuxième raison importante, c'est que ce sont des projets où le rendement est extrêmement rapide et extrêmement élevé. Les investissements se payent en 2-3 ans en général, des fois plus, mais voilà, c'est extrêmement rapide pour des projets d'investissement. Ils aiment bien également les projets d'acquisition, c'est-à-dire que vous dites je suis acteur important de mon marché et je vais racheter des sociétés, donc financer pour ça. Voilà. Et dernière chose, peut-être pour conclure là-dessus, c'est que on voit aussi de plus en plus les critères ESG, donc de responsabilité sociale et environnementale, prennent aussi beaucoup de poids. C'est-à-dire
Si aujourd'hui vous dites je vais ouvrir un parc où l'attraction c'est de faire du Hummer, des gros 4x4 au sein du parc, ça va forcément moins attirer des gens. Alors ensuite, quelques conseils, dire comment s'y prendre pour financer son projet. Alors ça, c'est des conseils un peu généraux, évidemment. On peut rentrer ensuite dans les détails, bien sûr. Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien préparer son projet. C'est-à-dire que vous allez être face à un investisseur, vous allez passer un peu sur le grid, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il va tout regarder, sous le moins de détails. Donc, il faut être bien préparé. Ça répond à nos questions. C'est un peu basique, mais c'est un peu évident. Deuxièmement, il faut se mettre à la place de l'investisseur ou du prêteur quand vous préparez. C'est-à-dire que anticiper ces questions et ce que vous pouvez voir. Troisième chose, alors c'est un peu peut-être vous allez me dire, c'est un peu l'autopromo, mais il faut bien s'entourer. Il y a beaucoup de pièges dans une opération qui peuvent se produire. On peut faire des erreurs, par exemple, sur les packs d'actionnaires, qui peuvent être lourdes de conséquences. Donc, il faut absolument s'entourer de conseils, alors, soit de banques d'affaires, évidemment, dont je parle, ou également aussi, bien sûr, d'avocats pour négocier tout ce qui est pacte et accords capitalistiques. Ça coûte de l'argent, mais ce qu'on peut perdre avec des erreurs basiques, c'est souvent beaucoup plus important. Quatrième chose, il faut faire avancer en parallèle le financement en capital et le financement en dette. C'est un peu comme la poule et l'œuf, c'est-à-dire que lorsque vous allez voir des fonds d'investissement, ils vont vous demander pour du capital, vous demander en parallèle où vous en êtes sur la dette, et inversement. Et si vous dites que c'est en cours, mais que vous ne savez pas encore, ils vont vous dire revenez me voir au moment où vous avez le financement qui aussi avance en parallèle. Donc, il faut faire avancer ces deux chantiers, je dirais. En parallèle, c'est difficile, mais je dirais de manière un peu coordonnée pour, in fine, avoir la solution au bout. Autre point, ce que je conseille également, c'est qu'il faut aussi avoir un plan B. C'est-à-dire qu'au-delà de votre projet initial, qui est de dire j'ai besoin de tant d'argent pour faire ce projet-là, des fois, un investisseur ou une banque peut aussi vous dire qu'est-ce qui se passe si on donne un peu moins d'argent ou un peu plus, et qu'est-ce qu'on peut faire en plus ou en moins. Et donc là, je dirais, il faut aussi être prêt à répondre, parce que des fois, les conditions de marché changent. On a le cas en ce moment, par exemple, où depuis 6 mois, les marchés financiers ont quand même beaucoup changé, et c'est plus dur de se financer, de manière générale, sur beaucoup de sujets. Donc, il faut être capable, je dirais, d'avoir un plan évolutif là-dessus. Bien sûr, il faut cibler les investisseurs aussi en fonction du profil. Les investisseurs qui ont des profils assez variés. Il y en a qui financent une société jeune, d'autres des sociétés plus matures. Il y en a qui investissent 500 000 euros sur un projet, il y en a qui investissent 10 millions d'euros ou 30 millions d'euros sur un projet. Donc, il faut bien sûr cibler en fonction de ce que vous cherchez. Et enfin, dernière chose, voilà, il ne faut pas se laisser abattre parce que je connais bien le sujet parce que je fais ça depuis 20 ans, mais on a toujours beaucoup de refus. Bon, c'est partie du métier. In fine, ce qui est important, c'est d'avoir au bout un ou plusieurs financements, mais donc entre-temps, il y aura des refus et des portes, mais ça fait partie de la vie, on va dire. Donc voilà sur la partie levée de fonds et financement. Donc, essayer de couvrir un peu quelques grands sujets. Je voulais maintenant évoquer un peu la partie transmission, ainsi de loisirs. Alors, déjà, pourquoi transmettre? Il y a beaucoup de raisons pour transmettre une entreprise. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise là-dessus. La plus classique, c'est le départ en retraite, évidemment. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui, au bout arrivant proche de l'âge de retraite, se dit j'ai envie de passer la main à d'autres personnes, ayant fait un peu mon temps, ma vie là-dessus. Il y a aussi souvent des raisons personnelles. Dire qu'un dirigeant qui a passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sur un sujet se dit j'ai envie de faire autre chose là-dessus. Il peut y avoir aussi une logique de passer le relais à la génération suivante, qui est déjà dans l'entreprise, voilà, qui a envie de prendre la main et la suite, ce qui est une transmission assez naturelle. Et ensuite, il peut y avoir aussi bien sûr des désaccords entre associés qui fait que continuer devient impossible. Donc, il y a beaucoup de raisons. Je vois à chaque fois dans mes sujets. Il n'y a pas de bonne, mauvaise, voilà, mais c'est un peu le résultat de pas mal d'éléments. Alors, les formes de transmission, je dirais, pour schématiser, il y en a un peu deux. Parce que vous pouvez à la fois transmettre en externe, c'est-à-dire vendre ou céder votre société à un groupe, une autre société, donc vendre à un groupe externe, adossé à la société. Vous pouvez aussi vendre à des personnes physiques qui souvent sont financées par des investisseurs ou des fonds d'investissement, parce qu'ils ont rarement l'argent seul pour financer une reprise, enfin selon bien sûr la taille. Et vous pouvez aussi avoir une transmission interne, c'est-à-dire que entre associés, actionnaires actuels, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs associés aujourd'hui au capital, il y en a un qui prend le relais sur les autres.
à l'équipe aussi, je dirais N-1, c'est-à-dire l'équipe de managers en dessous de vous qui veut monter et prendre leur relais. Et souvent, ce sont des opérations qui se font avec l'aide de financement, parce que les gens qui vont racheter, généralement, n'ont pas l'argent pour vous racheter vos parts dessus. Et aussi, souvent, parfois, vous avez aussi des opérations de ce qu'on appelle de cash-out, c'est-à-dire que vous pouvez avoir envie à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années, si votre site marche bien, de sortir un peu d'argent. Il y a de l'histoire, peut-être aussi des projets immobiliers ou d'autres choses que vous voulez faire en parallèle. Alors, de même que pour les levées de fonds, il y a eu beaucoup d'opérations de succession. J'ai mis là quelques exemples d'adossement transmission dans cette page-là. Quelques noms qui… alors, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, il y en a beaucoup d'autres qui sont arrivés dessus. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un vrai marché sur les parcs de loisirs outdoor. Il y a eu beaucoup d'opérations qui ont eu lieu. Une des raisons étant qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ces métiers. Il y a des groupes constitués, comme par exemple Looping, comme Aspro, comme Parques Reunidos aussi en Espagne, qui régulièrement rachètent des parcs et qui sont des groupes gros, donc qui ont les moyens de financer. De même, sur les multiplex de cinéma, alors jusqu'au Covid, depuis c'est plus dur, il y a eu un vrai marché, parce qu'il y avait pareil quelques acteurs importants qui rachètent des multiplex ou des salles indépendantes. Sur les autres segments, j'ai encore aujourd'hui un peu plus sporadique. Une des raisons étant évidemment qu'il y a souvent parfois assez peu d'acteurs naturels. Mais bien sûr, ça change beaucoup. Alors, quels sont les éléments clés pour intéresser et convaincre un repreneur ? Je dirais, qu'est-ce qui fait que votre société va intéresser un repreneur qui soit interne ou externe ? Les deux cas sont valables. Alors, la première chose, c'est la plus évidente, bien sûr, c'est qu'il faut que votre produit, votre offre soit attractive. Donc, vos clients soient satisfaits, que l'offre soit au bon prix. C'est un peu gérer la base. Le bon produit, dans le loisir, c'est un peu la base de toute opération. Et personnellement, moi, c'est la première chose que je regarde sur un nouveau sujet. Deuxième chose, il faut une équipe. C'est-à-dire que vous avez une société avec un ou plusieurs sites de loisirs. Il faut une équipe prête à suivre leur preneur. Des fois, la personne qui vend, qui est aussi souvent le dirigeant, veut aussi, une raison de la vente, c'est de prendre du recul, donc de faire autre chose. Donc, il va vouloir faire une transition courte ou longue, avec le nouveau groupe. Maintenant, il faut derrière qu'il y ait ensuite une équipe identifiée qui puisse prendre le relais et vous remplacer à terme. C'est un peu l'optique. Si elle n'est pas identifiée, c'est beaucoup plus dur, parce que je ne connais aucune société qui fonctionne sans équipe. Donc voilà, c'est une difficulté qui peut y avoir. Troisième chose, dans toute vente, il y a une taille critique. À la fois parce qu'une société qui est trop petite, généralement, intéresse beaucoup moins de gens. Quand vous avez par exemple un seul site, vous faites quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, votre société généralement est assez fragile et donc pour un repreneur a beaucoup moins de valeur. Aussi un autre point, c'est que pour un repreneur, c'est quasiment autant de travail de racheter une société qui fait 1 million de chiffre d'affaires qu'une société qui en fait 30. Pour bien sûr un résultat qui n'est pas tout à fait le même au bout. Donc souvent, dans ces métiers, plus on est gros, plus on a d'acheteurs. Il y a une taille après peut-être limite. Si on est très gros, on a peut-être moins d'acheteurs. Plus on est gros qu'un acheteur et plus on vaut cher. Je parle en valeur absolue, en multiples. Donc ça, c'est un élément clé. Autre point qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il faut un nombre suffisant d'acheteurs qualifiés. Si vous êtes dans un segment où il y a peu de groupes qui peuvent vous racheter, alors peut-être que c'est des acheteurs plutôt financiers, type investisseurs ou personnes physiques. Et enfin, dernier point, ce qui est très important, c'est que dans une vente, c'est la confiance. C'est-à-dire que vous allez établir une relation avec l'acheteur. Il y a toujours une asymétrie d'information entre un vendeur et un acheteur. C'est-à-dire que le vendeur de la société connaît très bien sa société par nature, parce que c'est lui qui l'a créée, qui la gère par la suite. Le repreneur a des informations partielles, il ne connaît pas tout. Donc, je dirais, il va être très sensible à ça. Et s'il apprend, par exemple, des informations que vous n'avez pas révélées par la suite, ça peut souvent casser une opération. On perd la confiance. C'est absolument clé qu'il se sente en confiance. Personne n'achète quand il n'est pas en confiance. C'est un peu essentiel. Alors ensuite, pour parler un peu d'argent aussi, comme évoqué tout à l'heure Vincent, voilà, comment se valorise un site de loisirs globalement. Alors, première chose déjà, c'est que ce n'est pas une science exacte. Je suis peut-être le premier à le dire, mais
il n'y a pas de méthode universelle qui fonctionne pour tout le monde, pour tous les sites, à tous les moments. Donc, autrement dit, voilà, il y a beaucoup de cas différents. Et le storytelling, ça va être très important. C'est-à-dire que quand vous vendez une société à un externe ou en interne même, vous allez vendre en fait un projet de développement, un projet de croissance. Et donc ça, c'est aussi important, je pense aussi, que les chiffres. Par exemple, j'ai eu des cas, moi, de parcs animaliers qui vendaient un projet où, en se disant, on va développer des lodges à côté ou hébergement immersif. Projet que je n'ai pas encore fait aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps. Il faut un horizon de 5 ans pour le faire, donc que je n'ai pas aujourd'hui. Voilà, c'est un peu comme, tous vous avez dû voir les émissions de M6 sur l'immobilier, avec Stéphane Plaza et autres. Il faut que l'acheteur se projette sur le bien en question. Et pour se projeter, je dirais, il faut une histoire, il faut un projet. Et ça, c'est important. Alors, ceci étant dit, dans le secteur, je dirais, le juge de paix, c'est quand même la rentabilité. Là, je parle pour un site mature, hein, un site qui démarre, forcément au début, les résultats sont plus faibles, voire des fois au début en perte. Et généralement, dans le secteur, on raisonne, en fait, on applique un multiple, un résultat. Alors, la question derrière, c'est évidemment, c'est quel multiple et quel résultat. Le résultat, souvent, on parle de l'excédent brut d'exploitation, le BE, ou ce qu'on appelle les EBITDA aussi en anglo-saxon. Alors, la question souvent, c'est quel est le résultat? C'est pas toujours évident. Par exemple, aujourd'hui, on est en 2022. Est-ce que mon résultat pertinent, c'est le résultat de 2019, dernière année avant Covid? Le 2020, sûrement pas, parce que c'est une année qui était très perturbée pour beaucoup de sites, évidemment, de loisirs. 2021 également. 2022 a souvent été une année très bonne pour beaucoup de sites. Est-ce que c'est pérenne? Je ne sais pas. Ça dépend un peu des métiers. Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident et donc, qui est sur sujet à discussion. Et après, on applique dessus un multiple qui est très variable, hein, qui dépend de beaucoup de choses. Le premier étant la croissance. Un site qui est en croissance vaut plus cher en multiple qu'un site qui est mature et qui ne croît plus. Ça, c'est essentiel. Deuxième chose, c'est aussi le métier et le modèle économique. Un site qui demande beaucoup d'investissement, de maintenance, vaudra moins cher qu'un site, au contraire, il y a moins d'investissement à faire. Fonction aussi des actifs, de la rareté, enfin, il y a beaucoup d'éléments. Donc, c'est vraiment très variable. Pour donner des idées, ça va de 3, 4, 5 fois l'EBITDA pour des sites moins qualitatifs à des fois, j'ai vu des sujets à 15 fois. Donc, c'est très variable. Il n'y a pas de règle. Et d'où l'importance d'être bien entouré là-dessus. Voilà. Et pour finir, peut-être, avant de passer aux éventuelles questions, donc c'est quelques conseils pour vendre sa société. Le premier et plus important, je pense, c'est qu'une transmission se prépare longtemps à l'avance. C'est-à-dire que, alors des fois, il y a des événements de la vie qui font qu'une transmission est précipitée, mais souvent, c'est quelque chose qui se réfléchit longtemps à l'avance. Moi, j'ai souvent des entrepreneurs qui viennent me voir en disant voilà, j'ai envie de vendre, j'en ai marre, je travaille trop, je suis fatigué. Souvent, ce sont des passages qui sont un peu difficiles parce qu'ils ont eu des éléments dans leur vie professionnelle, mais des fois vie personnelle qui ont été un peu durs, qui font qu'ils sont à un moment donné fatigués. Mais c'est important de réfléchir un peu à la finalité du projet. Quel projet ensuite? Quelle forme de transmission vous souhaitez? Voilà, c'est des questions qui sont clés. Deuxième chose qui est très importante aussi, c'est notamment si vous êtes un cédant et patron également de la société, et que vous voulez prendre du recul, c'est préparer la société à vivre sans vous. C'est-à-dire qu'il faut identifier, dans ce cas, les personnes qui vont prendre leur lait. Si vous les avez pas identifiées, c'est compliqué pour apprendre à se projeter parce qu'il va falloir qu'il amène des gens de chez lui. Il faut que la greffe prenne, c'est beaucoup plus dur à gérer. Donc voilà, en termes d'équipe, c'est important, également en termes d'outils de gestion. Troisième point, il faut aussi, voilà, je peux dire, habiller un peu la mariée. Autrement dit, au moment où vous préparez une vente, il faut aussi nettoyer un peu le bilan, identifier les zones de risque. Et moi, j'ai par exemple vu des cas où il y avait par exemple un bail qui n'était pas signé. C'est-à-dire que l'exploitant louait un site à un propriétaire, mais le bail n'était pas formalisé parce que c'est un ami ou une relation de longue date et donc pas formalisé. Évidemment, un repreneur qui reprend le site aura besoin d'avoir un bail formalisé avec les termes qui seront clairs pour éviter d'être sorti du bail, ce serait dommage. Autre point important aussi, c'est qu'il faut
il faut aussi communiquer en amont. C'est-à-dire qu'il faut se faire connaître. Je connais peu de groupes qui recherchent des sociétés qui ne connaissent pas, dont ils n'ont jamais entendu parler de choses. Donc, il faut, en amont d'une opération, se rendre plus visible, communiquer. Il n'y a pas de façon de faire dans des salons, faire des articles, communiquer en ligne. Enfin, il y a beaucoup de façons de le faire. Et se faire connaître des repreneurs potentiels, sans forcément leur dire que vous allez vendre dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans, mais au moins établir des relations qui serviront plus tard. Ça c'est clé. Et enfin, dernier point qui, je pense, c'est encore plus important que pour une levée de fonds, il faut se faire accompagner. Il y a beaucoup de pièges dans une vente, les garanties et plein de choses qui sont absolument à clé sur une opération et qui rend l'accompagnement à un avocat et idéalement, bien sûr, une banque d'affaires pour vous aider sur le sujet. Voilà, écoutez, j'espère avoir répondu au moins avoir défriché ces sujets. Et puis derrière, ravi de répondre à vos éventuelles questions maintenant ou bien sûr les semaines et mois à venir, bien sûr. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation passionnante. On est vraiment rentré dans le détail. On a pu voir beaucoup de cas, effectivement, de distinction clé entre les différents modes de financement. Thierry va nous rejoindre dans un instant. Je sais qu'il a lu aussi des questions. Je vais d'abord inviter notre public à éventuellement interroger Benoît sur certains points ou pour aller un petit peu plus loin. Sinon, moi j'en ai une immédiate. Alors le temps que Thibaut finisse de taper sa question, une première interrogation sur, alors, on a bien saisi comment la différence entre l'investissement en dette, l'investissement capital, comment parler aux uns, comment parler aux autres. Finalement, comment on va les trouver à la banque, on va d'une certaine manière, on va à la banque, des gens qui ont pignon sur rue, des investisseurs en capital, si on veut en chercher, comment on s'y prend? Quand on est opérateur. Alors, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Quand vous regardez même des fonds d'investissement, il y en a 500 ou 600 en France, sans parler des pays voisins derrière. Donc, il y en a beaucoup. Et ensuite, ils font des choses différentes. Il y en a qui investissent dans des sociétés jeunes, il y en a qui investissent dans des sociétés plus anciennes, il y en a qui investissent dans des sujets de loisirs, d'autres pas. Donc, je dirais la connaissance est importante. Aussi parce que souvent, ces gens-là sont très sollicités. Ils reçoivent beaucoup de projets tous les jours. Donc, la personne qui amène le projet est aussi importante. Donc, je dirais d'approcher dans le dur un fonds d'investissement, c'est souvent compliqué parce qu'il a privilégié les sujets qui viennent de personnes qu'il connaît, qui sont amenés par des référents, par des banques d'affaires ou par d'autres personnes. Après, ensuite, d'avoir des listes de fonds, d'investisseurs, il y a pas mal de supports en ligne qui permettent de le faire. Mais c'est vrai que c'est difficile de se retrouver dans une masse d'informations et de comprendre les différents métiers. Aujourd'hui, vous diriez qu'il y a autant d'échanges de fonds qui cherchent des projets à financer que de projets qui cherchent des fonds pour se développer? Ce serait équivalent ou c'est plus un mouvement que l'autre? Alors, je dirais que les fonds cherchent. Je dirais qu'il y a plus d'investisseurs que de bons projets. Ça, c'est le cas. C'est-à-dire que sur les bons projets, il y a une vraie bataille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs et tout le monde veut les mêmes sujets. C'est un marché qui est un peu, je dirais, noir ou blanc. Inversement, il y a beaucoup de projets où on ne trouve pas d'investisseurs. Donc, c'est assez lié. Parce qu'en fait, les fonds ont aussi leurs critères. C'est-à-dire que souvent, certains ont une stratégie dont ils ne sortent pas parce qu'ils ont soit un mandat de gestion. C'est-à-dire que les fonds d'investissement, souvent, sont des gens qui empruntent de l'argent eux-mêmes pendant 10 ou 12 ans, l'investissent, et après, au bout de 17-12 ans, le rendent à leurs souscripteurs qui sont des compagnies d'assurance, des fonds de pension ou d'autres. Donc, eux-mêmes, c'est pas leur argent, c'est l'argent qui rendent à des personnes tierces. J'aurais une petite question à te poser également, Benoît. Quand on regarde aujourd'hui les grands sites existants, souvent on se rend compte que leur développement s'est fait sur plusieurs générations, en grande partie par autofinancement. Le cas, par exemple, du PAL est très édifiant à cet égard. Et donc, la question que je voulais te poser, c'est le multiple de l'EBITDA pour l'évaluation d'un actif versus la valeur de remplacement. Voilà, j'aimerais t'entendre sur le sujet. Alors, c'est une vraie question, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on a un secteur très capitalistique, donc ouvrir un site coûte cher, le maintenir coûte cher. Il y a des fois des cas où la valeur de marché, si je peux dire, le rachat, est inférieure, en fait, finalement, à la valeur de remplacement.
il y a beaucoup d'acteurs qui préfèrent racheter les sites existants que d'en créer. Parce que déjà, c'est plus simple, avec la construction et tout le reste. Et c'est une question d'opportunité. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas où c'est pas toujours évident. Après aussi, on peut aussi des fois sortir les actifs. Ça. Quand vous êtes, par exemple, des immobiliers en centre-ville, vous pouvez aussi isoler l'immobilier d'exploitation de la propriété des murs qui peut être sorti, je dirais, de la société, donc qui est une valeur à part, qui est louée en quelque sorte à la société d'exploitation, qui peut avoir les deux. Donc c'est variable. C'est vrai que les multiples sont l'approche d'un repreneur, c'est de valoriser en fonction de la croissance, parce qu'il rachète finalement un futur. Il rachète la société qu'elle est aujourd'hui, mais surtout un futur. C'est-à-dire que ce qui intéresse, c'est ce que sera la société dans 5 ans, dans 10 ans, ce qu'il va pouvoir en faire et à quel niveau il va pouvoir l'emmener sur le sujet. D'une approche peu bilancielle, où on sait qu'on a investi au total tant d'argent historiquement pour développer le site, mais qui des fois on investit de l'argent, des fois à bon escient, des fois à mauvais escient, si je peux dire. On a une question de... Oui, tu veux... Vas-y, je t'en prie, vas-y. Oui, voilà, juste pour prendre une première question des participants. Le bon intervenant à voir en premier pour une transmission, est-ce que ce serait... qui ce serait? Est-ce que c'est l'expert comptable? Une question de Thibaut dans le chat. Alors, il n'y a pas de bon mauvais, c'est quelqu'un qui peut vous aiguiller. Alors, sinon, ça peut être votre expert comptable, ça peut être votre avocat si vous en avez un, ça peut être si vous avez des relations dans des fonds ou des investisseurs, eux aussi. Donc, je dirais c'est la personne qui peut avoir. Ensuite, pour piloter l'opération, ça sera soit vous seul, soit une banque d'affaires qui pilotera l'opération sur le sujet. Qui est amené. Mais je dirais, pour amorcer la réflexion, il faut déjà se renseigner, même aussi voir d'anciens cédants, par exemple, les gens qui ont cédé l'entreprise, leur expérience est souvent très riche, parce qu'ils sont passés par là, ont vu le parcours, idem pour le recherche de financement, évidemment, les deux ensemble. Une question de François, est-ce qu'on est obligé d'avoir un mix dette, investissement capital, ou est-ce qu'on peut le faire uniquement sur la dette? Alors, lorsqu'on est une société qui existe déjà, c'est-à-dire que vous avez déjà un site qui fonctionne, qui fait des résultats, si vous pouvez tout financer en dette, c'est mieux. Finalement, ça coûte moins cher. Une dette coûte beaucoup moins cher que du capital. Donc, si vous pouviez le permettre, parce que le banquier, sa réflexion, c'est de dire quelle est la capacité de remboursement du projet. Donc, si vous pouvez financer votre projet avec les flux futurs de remboursement, c'est mieux. Après, c'est toujours une question de risque. Évidemment, il ne faut pas non plus avoir trop de dettes, parce que trop de dettes égale, vous mettez aussi en risque, la dette, il faut la rembourser. Donc, s'il y a un niveau qui est trop élevé, vous allez à la fois vous empêcher d'investir sur la suite, dans l'avenir, et puis ça peut être en danger à la société. Donc, c'est toujours un équilibre que vous trouvez. Il n'y a pas de bon... Et du coup, voilà, sur cette question d'équilibre, ça fait la transition avec la question de Véronique sur cet avancement en parallèle des deux démarches auprès en dette banque et puis sur le capital. Si vous pouviez un petit peu réexpliquer. Il faut les contacter en même temps, c'est-à-dire qu'il faut parler à la fois en même temps à des investisseurs en capital et puis des banques. Parce que l'un va demander de nouvelles de l'autre, si je veux dire. L'investisseur va demander vous en êtes sur la dette et les banquiers vont demander vous en êtes sur les fonds propres. Donc il faut les contacter en même temps, les faire avancer en même temps. C'est jamais facile, parce que c'est jamais non plus linéaire. C'est pas forcément la même semaine, le même mois. Mais il faut que les deux chantiers, parce qu'au bout du bout, quand vous avez un projet qui finance avec du capital et de la dette, pour avoir les deux, il faut que les deux aient au même moment à se conclure. C'est ça que je veux dire, on parle en même temps. Et sur l'éventuel paramètre permettant de dire combien de pourcentage je fais auprès de l'un, combien de pourcentage je fais à l'autre, est-ce que je fais moitié-moitié, qu'est-ce qui peut nous aider à définir quelle part de capital souscrire en dette et en investissement? Je dirais déjà qu'il faut. La tendance souvent, c'est de maximiser la partie la moins chère, c'est la dette. Je prends l'action de la dette parce que c'est moins cher que le capital. Maintenant, la dette, la limite, souvent, c'est la capacité de remboursement. C'est-à-dire que si vous pouvez rembourser 30 sur les années à venir, sur l'horizon de la dette, vous ne pouvez pas emprunter 40. Même plutôt emprunter 20 ou 25 que 30 parce que la banque va avoir une garde marge de manœuvre par rapport au sujet. Donc, souvent, c'est ça la limite. Et donc, en résultant de ça, ça dépend de ça. Maintenant, si votre projet, vous voulez investir, vous avez besoin de 100 et vous n'avez que 25 de dette, et donc ça veut dire 75% de capital, généralement c'est qu'il y a un problème. C'est que le projet, soit il est trop coûteux, il est trop cher, ou l'horizon est trop long. Et même en même temps, un investisseur qui voit un projet avec 75% de capital va se dire il y a probablement un sujet
un sujet de cadrage et de montant. Voilà. Après, les règles, souvent, on arrive souvent à autour de 50-50 ou même des fois même, généralement plus de dette que de capital. C'est un peu le cas. D'accord. Plutôt 2 tiers, 1 tiers. À une époque où il est de plus en plus difficile de trouver un foncier pour développer des projets qui sont souvent consommateurs de nombreux mètres carrés, on voit que le partenariat entre le public qui possède notamment des sites à reconvertir Oui. et le privé est sans doute une solution d'avenir. Moi, j'aimerais avoir ton regard de banquier sur ces opportunités de partenariat public-privé. Oui, c'est vrai. De même, par exemple, pour les centres commerciaux, c'est pareil. Vous pouvez essayer de dire, je crée un site au sein d'un centre commercial qui va me fournir du coup un local à un prix réduit, parce qu'il ne va pas me louer au même prix que s'il louait à une enseigne textile ou retail qui est dans son centre commercial. Parce que pour lui, c'est un moyen pour le centre commercial comme pour la collectivité d'attirer aussi du monde, des fois de revitaliser une zone ou un centre commercial ou une zone d'une ville, par exemple. Donc oui, c'est le cas. C'est vrai que ça permet souvent de réduire aussi le foncier, le prix du foncier. Donc je pense effectivement que c'est une voie d'avenir importante, notamment lorsqu'on a parce qu'il est ainsi dur de trouver du foncier souvent. C'est-à-dire qu'on a besoin de grands terrains. Généralement, c'est des terrains qui appartiennent souvent à l'État. Et donc, si on veut construire, forcément, il faut. Alors, on a 2 choix. Soit on peut acheter le terrain, mais souvent, c'est pas simple. Et puis, il faut beaucoup d'argent. Soit on peut trouver un accord pour que le terrain serve à quelque chose et du coup, soit loué. Souvent des prix qui du coup sont souvent modiques en fait par rapport à des loyers de marché. J'ai assez souvent eu le cas historiquement. 2 questions sur le temps que ça peut prendre finalement de constituer son financement. Est-ce qu'on a des exemples et des références et également dans le même temps une autre question de Julien sur est-ce que en fonction du montant qu'on a à emprunter, il y a une solution ou une autre qui va être préférable? Alors le temps, on va dire, il faut bien 6 mois. Et souvent, c'est un minimum. On peut faire des conneries plus courtes, disons que c'est 3 à 4 mois. Ça arrive des fois. Mais en réalité, c'est plutôt 6 mois, des fois plus long. Surtout qu'en fait, souvent, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que vous allez à un moment au départ progresser. À un moment donné, vous avez un blocage, par exemple, sur la partie dette. Vous allez revoir votre projet un petit peu, changer, faire avancer en parallèle la partie capitale. Il peut y avoir un Covid ou autre chose qui fait que ça ralentit le rythme ces événements, je dirais, autour. Donc, voilà, donc c'est qu'un rival, mais il faut compter au moins sur 6 mois minimum pour lever un projet. Et j'irais plus quand c'est une création, un peu plus long quand c'est une création. Bon, en sur tout le cas, choix par rapport sur le deuxième, pardon Thierry, sur le deuxième temps de ma question, du coup, sur est-ce qu'en fonction du montant à investir, à rechercher en tout cas, est-ce qu'on sur entre 100 000 euros à 1 million, est-ce que selon ces cas, il y a plutôt une solution plutôt qu'une autre ou une recommandation? Sur des montants, je dirais, inférieurs à 1 million d'euros, généralement, c'est plutôt des personnes physiques business angels qui investissent que des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, généralement, commencent plutôt alors ça dépend des fonds, mais ils commencent rarement en dessous du 1 million d'euros. Sur certains cas. Donc c'est plutôt des réseaux de business angels ou d'autres choses qui vont travailler dessus. Après, selon les cas, il peut aussi y avoir des investissements aussi en plusieurs fois. Par exemple, j'ai vu des cas où l'investisseur investit au départ un peu d'argent pour ouvrir un premier site et après ensuite investit progressivement pour ouvrir les sites suivants en fonction de la performance du premier ou des premiers. Vas-y Thierry. Ok. Non, c'était pour dire que si certains d'entre nous doutaient que c'est un vrai métier que de faire du montage financier, de la levée de fonds, je pense qu'ils en sont convaincus. Merci en tout cas Benoît pour ces explications très, très claires, tant sur le financement de l'investissement que sur la transmission, qui est un vrai sujet. On sera, bien sûr, ce webinaire sera en replay tant sur le site de Voltaire que sur le site de Funfair City. Et puis, bien sûr, on peut donner tes coordonnées. En tout cas, chacun s'est trouvé Benoît Perrin-Darloz, Raphaël Finance, a priori, sur le web. Je le remets dans le chat. Merci. Le 25 novembre, on aura un sujet
très différents. Peut-être que Vincent, tu peux en dire quelques mots. Effectivement. Effectivement, voilà, rendez-vous est donné dans un mois, vendredi 25 novembre, même heure. On parlera du design actif. Alors, du design actif, on a tous vu des images extrêmement colorées, extrêmement graphiques de ces espaces publics, de ces grandes places très équipées, très aménagées. Et donc, on va inviter Nicolas Lovera, qui est un des grands experts français du sujet, qui va nous montrer un petit peu tout ce qu'il y a derrière, toute cette réinvention un petit peu de l'espace public par les usages, par l'image qu'il projette, et de montrer un peu tout le potentiel qu'on peut avoir. Donc, ce sera un très beau sujet. N'hésitez pas à vous inscrire d'ores et déjà. Je vais mettre immédiatement le lien dans le chat et de réserver du coup votre date pour ce nouvel événement. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite à tous un bon week-end de Toussaint et puis on sera heureux de vous retrouver donc le 25 novembre. Et encore merci à nos participants. Merci beaucoup Benoît. Merci à tous pour votre présence et vos interventions. Merci. Très bonne fin de journée. Au revoir.